permet effectivement d'aborder cette question sous toutes ses facettes. Et c'est en particulier un centre des droits de l'enfant qui a été élaboré à l'Université de Genève, avec en particulier le professeur Jaffé et le professeur Zamatani qui sont à mes côtés et qui ont organisé cet événement. Monsieur le recteur, merci beaucoup. Jean Zamaten, il y a toutes les générations qui sont là, vous êtes la tête blanche sur ce podium. Et je dis ça avec beaucoup de respect parce que vous êtes historiquement, je disais, dans la défense des droits de l'enfant, une personnalité qui a beaucoup compté en Suisse et dans le monde. Que représente pour vous cet événement? Merci beaucoup de me donner l'occasion de le dire. Je pense que je ne veux pas en faire l'histoire, mais j'ai eu la chance de fêter les 10 ans de la Convention, les 18 ans quand Mademoiselle Convention est devenue Madame Convention, les 20 ans, les 25 ans, et aujourd'hui les 30 ans. Donc je pense que ce qui est probablement le plus important, c'est que dans cette célébration du 30e anniversaire, on est associé tout d'abord toutes les bonnes volontés de Genève, derrière l'université, derrière la Ligue du canton et avec l'aide de la Confédération, mais qu'on a surtout donné la parole aux enfants. Et c'est ça qui, à mon avis, est l'anniversaire, dans un lieu absolument symbolique et avec la présence des États. Parce que je viens à rappeler, les enfants sont créanciers de droits, mais les États sont débiteurs de ces droits. Je suis très heureux de voir aujourd'hui que non seulement les professionnels des organisations, il y a surtout d'un côté les enfants et de l'autre côté les États qui sont en dialogue. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir les deux personnes. Cette journée est aussi l'aboutissement de 2 jours de réflexion, de travaux avec les enfants en particulier, et nous allons pouvoir maintenant connaître les résultats qui montrent bien à quel point les droits de l'enfant touchent tous les domaines de la vie civile, économique, tous les droits essentiels. Et c'est Mme Melissa Lansdowne qui va nous expliquer le résultat de ces travaux. Nous allons l'entendre maintenant. Madame, si vous voulez nous rejoindre à la tribune, on célébrer aujourd'hui, qui est marquée ici à Genève, mais qui est aussi marquée à New York. Et la tribune que nous allons entendre maintenant, Madame la Haute-Commissaire aux droits de l'homme va adresser un message à l'Assemblée générale des Nations Unies qui sera retransmis lors de la cérémonie commémorative tout à l'heure avec le décalage horaire cet après-midi à New York. Mesdames, Messieurs, je vous propose d'applaudir Michelle Bachelet qui va donner maintenant ce message. My greetings to all the... Je souhaite une chaleureuse bienvenue à tous les représentants d'État, à la société civile, aux experts, aux personnes qui travaillent dans ce domaine, à nos collègues des Nations Unies et surtout aux enfants qui sont présents ici à Genève dans cette salle 20 très symbolique du Conseil des droits de l'homme, à tous ceux qui sont avec nous en ligne, à ceux qui sont présents à l'occasion de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale à New York. La Convention relative aux droits de l'enfant et ses protocoles facultatifs constituent un organe de droit vital, vivant. Il s'est agi d'une force puissante qui oriente le monde de manière à mieux faire respecter les droits de l'enfant. Et aujourd'hui, son 30e anniversaire nous encourage à prendre des mesures. Nous devons prendre des mesures pour garantir le respect des droits des enfants à se faire entendre et à participer à des décisions qui concernent leur vie et leur avenir. Nous devons prendre des mesures pour protéger les enfants contre l'exploitation et contre les préjudices. Nous devons prendre des mesures pour veiller à ce que les enfants soient autonomisés de manière à mieux se faire entendre et les protéger contre les attaques physiques et d'autres formes d'abus contre les enfants qui défendent les droits de l'homme et les droits des enfants. Nous devons également exiger des comptes de la part des auteurs de violations et d'abus des droits de l'enfant. Lorsqu'ils ratifient la Convention, les gouvernements de pratiquement chaque pays au monde ont promis de prendre des mesures pour faire respecter ces principes et promouvoir les droits de l'enfant.
Ces 30 dernières années, les États, les institutions, les groupes de la société civile et bon nombre d'autres acteurs ont en effet pris des mesures pour veiller à ce qu'un nombre plus important d'enfants puissent avoir accès aux biens et aux services fondamentaux, s'épanouir et participer aux décisions. Mais l'enfance, pour de nombreux millions d'enfants, reste un temps de privation, de misère, d'exploitation et de violence. De nouvelles évolutions ont maintenant une incidence sur les droits de l'enfant. Les bouleversements liés aux technologies numériques ont apporté des libertés importantes aux enfants et leur donnent la possibilité d'être des agents de changement positif. Mais pour bon nombre d'entre eux, Internet est un véhicule de harcèlement et d'intimidation en ligne, souvent par des adultes et même certaines personnes qui sont au pouvoir. Les outils numériques permettent également l'exploitation des enfants, y compris des images néfastes d'enfants et la traite d'enfants à des fins sexuelles. Il y a 30 ans, les changements climatiques était une possibilité lointaine, théorique. Aujourd'hui, le changement climatique cause des dégâts considérables pour des communautés aux quatre coins du monde. Mû par une compréhension admirable des principes de justice et de droits de l'homme, un grand nombre d'enfants revendiquent aujourd'hui le droit de participer aux solutions à venir. Nos discussions ici à Genève ont encouragé à prendre de plus grandes mesures pour protéger les enfants contre les effets nuisibles contre eux et à les autonomiser pour qu'ils puissent avoir une place autour de la table en tant que défenseurs des droits de l'homme et agents de changement. Le monde doit prendre des mesures pour mettre un terme à la violence et aux catastrophes que constituent les conflits d'aujourd'hui qui touchent de manière aléatoire des millions d'enfants et les poussent dans des vies d'abus et de misère. Nous devons mettre un terme à la discrimination qui empêche des millions d'enfants, garçons et filles, d'avoir accès sur un pied d'égalité à l'éducation et à leur santé de manière à pouvoir jeter les bases à une vie adulte pleine de dignité et d'égalité. Nous devons également retrouver la bonne voie pour atteindre notre programme à l'horizon 2030, qui est une promesse visant à faire promouvoir les droits des enfants aujourd'hui et aux générations futures. En transmettant ce débat à l'Assemblée générale des Nations Unies, j'espère symboliser ainsi un pont ferme entre le travail des organisations de l'ONU aux quatre coins du monde. Les droits de l'enfant sont une priorité pour nous tous. Le fait d'atteindre un monde plus pacifique, plus juste, plus égal et plus inclusif, eh bien, c'est ce vers quoi nous tendons dans tout ce que nous faisons. Je suis touchée par les engagements faits par des dizaines d'États visant à marquer cette année anniversaire de la Convention en s'engageant concrètement en faveur des droits de l'homme. En tant que haute commissaire aux droits de l'homme, je prends un engagement à m'efforcer toujours de promouvoir et protéger les droits indivisibles et inaliénables de chaque enfant dans toutes circonstances et dans tout état. Je vous souhaite des discussions fort intéressantes. Merci. Madame la Haute-Commissaire, merci beaucoup de votre intervention. Tout à l'heure, nous rappelions la mesure, l'importance des organisations internationales qui sont présentes ici et qui sont engagées pour la défense des droits de l'enfant. C'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, c'est l'Union internationale des télécommunications, c'est le Comité des droits de l'enfant, et je vous propose d'entendre les messages de ces trois organisations connaissant aussi leur grande importance, à commencer par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alors, qui est la personne qui va parler au nom du HCR, va nous rejoindre? Je vous en prie, madame. Excellencies, ladies and gentlemen. Excellences, mesdames et messieurs, environ 1 des 80 enfants du monde vivent dans une situation de déplacement forcé. Cela revient à environ 30 millions d'enfants. Ces enfants figurent parmi les enfants les plus vulnérables. Ils sont régulièrement victimes de violences et d'exploitation. Plus de 138 000 enfants réfugiés demandeurs d'asile ont été séparés de leurs parents l'an dernier seulement. Même
lorsqu'ils sont en sécurité, ces enfants déplacés continuent à être très vulnérables. Les enfants réfugiés ont 5 fois plus de risques d'être déscolarisés que leurs pères. L'absence de documents et de papiers peut empêcher leur accès à des services et les pousser vers l'apatridie et l'exploitation. La pauvreté croissante entraîne des changements difficiles et renforce les risques de travail des enfants et de mariage des enfants. La CRC Le fonds est un fondement juridique essentiel pour notre travail auprès des enfants les plus vulnérables du monde. Il s'agit d'un document, d'une norme contraignante non négociable qui s'applique à tous les enfants où qu'ils se trouvent. Le principe de non-discrimination signifie que tous les enfants, qu'ils soient réfugiés, demandeurs d'asile, personnes déplacées internes ou migrants ou encore apatrides, quel que soit le pays dont ils proviennent et quels que soient les papiers à leur disposition, ils jouissent des mêmes droits. Le HCR s'engage à travailler avec les États, les organisations de l'ONU et la société civile pour faire respecter et promouvoir le principe de non-discrimination dans notre travail auprès des enfants. L'intérêt supérieur de l'enfant est une norme essentielle dans les processus complexes de prise de décision pour les enfants particulièrement vulnérables. Le HCR s'engage également à renforcer les capacités des gouvernements et d'autres partenaires pour appliquer le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions qui ont une incidence sur les enfants déplacés de force. Merci. Et pour l'Union internationale des télécommunications, madame. Alors nous allons entendre la représentante du comité des droits de l'enfant. Je présente l'engagement du comité des droits de l'enfant. Le comité s'engage à travailler avec les enfants, les États et les parties prenantes en vue d'une pleine réalisation des droits de tous les enfants, où qu'ils se trouvent, et à utiliser les mécanismes à notre disposition pour garantir une reddition des comptes et des actions concrètes. Merci. Nous allons maintenant entendre les engagements qui sont pris par les États et les uns après les autres vont pouvoir s'exprimer ici, à commencer par le représentant de l'Afrique du Sud, puis le Maroc. Je vous en prie. Merci, monsieur. L'Afrique du Sud, en tant qu'État démocratique, est née de la lutte pour la dignité humaine, en luttant contre l'apartheid, une lutte qui a vu des enfants en première ligne de front face à un État nucléaire. La CRC a été le premier instrument que nous avons ratifié. Nous y sommes très attachés dans le cadre de notre engagement en faveur des enfants et de reconnaissance en ce qui concerne les sacrifices qu'ils ont consentis pour que nous puissions tous être libres. Par conséquent, l'Afrique du Sud s'engage au cours des 5 prochaines années à s'intéresser à l'éducation, tout particulièrement au développement de la petite enfance, au développement des compétences et à la création de chances économiques pour les enfants handicapés. Et par-dessus tout, mon pays s'engage à faire en sorte que par le biais du plan national de développement, l'on garantisse la mise en œuvre des ODD en prenant compte la Convention relative aux droits de l'enfant pour garantir que aucun enfant ne soit laissé pour compte et que les plus démunis soient privilégiés. Merci. Je vous en prie, nous allons
Excellencies, ladies and Excellences, Mesdames et Messieurs, chers enfants, c'est un grand honneur pour moi de vous présenter l'engagement national du Népal à l'occasion de cet événement de commémoration du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le Népal s'engage pleinement en faveur du respect, de la promotion des droits des enfants en garantissant la mise en œuvre concrète des dispositions constitutionnelles et juridiques, tout en agissant sur le plan institutionnel avec la participation de toutes les parties prenantes, y compris les enfants. Pour célébrer cette occasion, nous avons organisé au Népal des événements au jour d'aujourd'hui en collaboration avec toutes les parties prenantes. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que le gouvernement du Népal a souscrit les engagements suivants. Il y a 6 engagements. Tout d'abord, garantir l'enregistrement des naissances de tous les enfants âgés de moins de 5 ans d'ici 2023-2024. Deuxièmement, garantir les soins et la protection des doubles orphelins d'ici 2023-2024. Troisièmement, fournir une prise en charge aux enfants en situation de rue dans des grandes villes grâce à la campagne Ville sans enfants dans les rues d'ici 2023-2024. Éliminer le travail des enfants garantissant les droits des enfants handicapés à une éducation inclusive d'ici 2024-2025. Cinquièmement, éliminer le travail des enfants, mettre en œuvre le plan maître national sur le travail des enfants 2018 à 2028. Et enfin, mettre fin au mariage des enfants d'ici 2030 en mettant en œuvre la stratégie nationale visant à mettre un terme au mariage des enfants de 2016. Merci. Je passe la parole au représentant de la Croatie. Thank you very much. Excellencies, ladies and gentlemen, dear. Merci, chers enfants. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter l'engagement de la Croatie à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Tout premier engagement, la présentation du prix visant à promouvoir les droits de l'enfant. Depuis 2003, c'est un prix qui existe dans notre législation nationale, tant sous forme de prix financier que sous forme de reconnaissance. Et il est décerné chaque année le 30 novembre pour marquer l'anniversaire de la CRC. 5 membres du comité nommés par le Parlement croate ont examiné les candidatures et ont tranché. Le budget de l'État prévoit chaque année les prix. Cette année, le prix sera décerné de 2 manières. Tout d'abord, en tant que prix pour réalisation tout au long de la vie, qui sera accordé à des personnes dont le travail constitue une contribution durable à la promotion des droits de l'enfant. Et deuxièmement, prix annuel qui sera accordé à ceux dont le travail commun dans l'année écoulée a débouché sur des réalisations considérables dans divers domaines liés à la promotion des droits de l'enfant. Ce prix sera présenté lors de la célébration commune organisée par un groupe d'ONG et Nachedieta, le médiateur chargé des enfants, le bureau d'UNICEF et le ministère national de la démographie, de la famille, des jeunes et de la politique sociale. Deuxième engagement, l'organisation de plusieurs activités pour marquer le 30e anniversaire de la CRC. La Croatie est convaincue par l'importance de la participation active des enfants et l'émancipation des enfants. Alors que nous parlons ici, le Parlement croate est en train d'organiser une séance interactive où les enfants soumettent leurs idées aux députés concernant la jouissance de leurs droits dans le pays. Par ailleurs, le Conseil des enfants organisera une réunion au cours de laquelle les enfants et les représentants du Conseil national des étudiants prendront une place active. La Croatie continuera à améliorer et renforcer les droits de l'enfant. Nous avons l'intention de commencer à rédiger un nouveau document stratégique dans le domaine de la protection des droits et des intérêts des enfants qui mettra sur pied diverses équipes autour de thèmes changement climatique, prévention de l'addiction au numérique et entre autres. Dans le cadre de notre engagement global, notre gouvernement s'engage à promouvoir et protéger les droits de l'homme par le biais de toutes ces activités. Merci.
Merci, Monsieur le représentant de l'Arménie. Merci, Monsieur le Président. Excellences, collègues, chers enfants. Comme l'a dit l'un des intervenants favorables, sans discrimination aucune. Deuxième engagement, les avortements sélectifs, une question fort préoccupante pour notre société. Les mesures visant à réduire le nombre d'interruptions de grossesse de ce type sont envisagées, notamment dans le cadre d'amendement de 2016 à l'article 10 de la loi de la République arménienne sur la santé humaine de la reproduction et les droits de la reproduction. Ces avortements sélectifs sont interdits et des amendements et mécanismes à cet égard ont été mis en œuvre suite à la loi. L'Arménie envisage de ratifier en 2020 la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle et les abus sexuels, aussi connue sous le nom de Convention de Lanzarote. Tout cela s'insère dans un effort plus général visant à prévenir ces crimes, à protéger les victimes et surtout à poursuivre les auteurs de ces crimes. Et quatrièmement, l'Arménie envisage de ratifier en 2020 le protocole facultatif à la Convention relative à la procédure de communication. Dans ce contexte, mon pays s'engage à développer plus avant les mécanismes nationaux qui s'imposent pour permettre aux enfants dont les droits ont été violés d'avoir accès à des recours utiles au niveau national. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Enfin, nous allons entendre le message de l'Équateur. Thank you very much. Merci beaucoup, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers enfants. C'est pour nous un grand honneur que de nous exprimer au nom de l'Équateur en cette journée très spéciale. L'Équateur a été le premier pays latino-américain et le troisième du monde à ratifier la Convention. L'Équateur est également partie aux 3 protocoles facultatifs. Cet engagement s'est traduit par une augmentation durable dans les dépenses publiques pour l'enfance et l'adolescence. Et cela a à son tour été reflété dans une fourniture croissante de soins de santé, y compris pour la petite enfance, un accès universel à l'éducation de base qui couvre maintenant 96%, une augmentation de l'inscription à la scolarité niveau secondaire et supérieur jusqu'à 71%, une diminution du taux de mortalité maternelle et infantile et une diminution de 17% de la pauvreté chez les enfants et les adolescents. Mais bien sûr, il y a encore des difficultés à surmonter. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés tout d'abord à renforcer nos capacités, nos connaissances et nos outils technologiques à disposition des différentes entités relevant du système de protection des droits de l'enfance et de l'adolescence. Deuxièmement, nous sommes en train d'intégrer la question des droits des enfants et des adolescents dans le développement de nos plans qui couvrent les 221 gouvernements locaux, et nous réalisons une consultation nationale avec les enfants et les adolescents en vue de réaliser une réforme complète du Code de l'enfance. Nous, avec des institutions compétentes et le Conseil national compétent, notamment des équipes de formateurs et de facilitateurs qui concernent en réalité 3000 responsables du système de protection que je viens de mentionner. Ensuite, nous avons d'autres politiques spécifiques qui sont en cours d'application et qui concernent la prévention de des grossesses des adolescentes, l'éradication de la violence ou l'amélioration du niveau de nutrition ou l'amélioration de la sécurité et de la protection. Nous invitons tous les pays à renouveler leur engagement vis-à-vis de la Convention par des politiques publiques universelles et inclusives qui garantiraient les investissements dans l'enfance et dans l'adolescence, qui encourageraient leur participation et leur autonomisation et qui accorderaient une attention particulière à la lutte contre toutes les formes de violence, notamment pour les enfants qui sont en situation de mobilité. Les acteurs de la société civile sont aussi très engagés dans cette action et je vous propose d'entendre 3 d'entre eux, à commencer par vous, madame. Hello everybody.
I'm very honored today to speak on behalf of the faith-based organizations, on behalf of 9 faith-based organizations. And I would like to take just a second here. C'est un honneur pour moi que de m'exprimer au nom de plusieurs ONG confessionnelles. J'aimerais prendre du temps pour annoncer les organisations que je représente. Arigato International, International Dialogue Center, le Conseil mondial des églises, l'initiative d'apprentissage pour les communautés locales et la foi, le Conseil des rabbins de New York, le mouvement Sarvodaya, Shanti Ashram, Réseau international des bouddhistes engagés et World Vision International. Les leaders et les communautés religieuses ont toujours joué et continuent de jouer un rôle important dans la réalisation des droits des enfants. Et cela depuis la première rédaction de la Convention jusqu'à son adoption, sa ratification et sa mise en œuvre. Arigato International, en collaboration avec l'ancien représentant spécial du secrétaire de l'enfant sur la violence à l'égard de l'enfant, en coopération avec UNICEF et le réseau mondial de la religion pour les enfants, et avec également l'appui de World Vision International et le CAICID, ont réalisé une grande étude qui porte sur la Convention relative aux droits de l'enfant réalisée dans le monde, en se concentrant en particulier sur le rôle des leaders religieux et des communautés religieuses pour encourager la réalisation des droits des enfants et dans la prévention de la violence à l'égard des enfants. Nous avons lancé une étude hier qui comprend des conclusions très importantes qui nous permettront de mieux réaliser les droits des enfants. Par exemple, le fait que les textes religieux et la Convention relative aux droits de l'enfant partagent en réalité une vision commune des enfants et de leur vie et de leur dignité, y compris la valeur des religieuses et des approches fondées sur les droits qui voient la famille comme le centre de tout. Deuxièmement, les nombreuses contributions des groupes religieux à la réalisation des droits des enfants et leur bien-être ne sont pas toujours connus chez les militants des droits des enfants. Et en fait, il faut surtout que la Convention soit plus facile à lire et à utiliser par les membres de ces communautés confessionnelles. Et cette étude montre également que les communautés religieuses, souvent, tolèrent ou même encouragent des pratiques préjudiciables ou des actions qui sont totalement contraires aux valeurs fondamentales. À la lumière de ces conclusions, les organisations confessionnelles qui ont fait partie de cette étude et ceux qui l'entérinent souhaiteraient s'engager à 1. Sensibiliser les leaders religieux et les communautés religieuses à la Convention relative aux droits de l'enfant en tant que références d'orientation importantes et outils de plaidoyer dans leurs efforts pour améliorer le bien-être des enfants. 2. À sensibiliser les militants de la cause des enfants et d'autres acteurs compétents sur les contributions nombreuses des groupes religieux à la réalisation des droits des enfants et à leur bien-être. 3. À faire tout ce qui est possible pour prévenir les pratiques préjudiciables qui sont réalisées au nom d'une religion. 4. À encourager la participation et l'autonomisation des enfants dans les communautés religieuses. Et j'aimerais vraiment, à cette occasion, inviter d'autres acteurs qui pensent que cet engagement est important pour leur travail à nous rejoindre. Parce que nous savons tous que nous pouvons aller beaucoup plus loin pour réaliser les droits des enfants en travaillant en partenariat. Merci. Voilà. Madame Maching, je vous en prie. Thank you. I'm Inga Ashing, CEO of Save the Children International, speaking on behalf of Joining Forces, a coalition of child rights organizations. I first want to address the children and thank you for being here. J'aimerais
m'exprimer au nom d'une coalition d'ONG. Tout d'abord, j'aimerais saluer les enfants qui sont ici. La Convention fixe les normes minimales, les grands principes que doivent respecter les sociétés pour respecter chaque enfant de la même manière et à jouer un rôle critique pour renforcer les progrès réalisés au cours des 30 dernières années. Nous pouvons être fiers du fait que la CRC reste encore et toujours l'instrument le plus ratifié au monde dans le domaine des droits de l'homme. Et la reconnaissance des enfants comme titulaires de droits est fondamentale. Cependant, il y a encore un long chemin à parcourir pour veiller à ce que chaque enfant parvienne à son plein potentiel. Les efforts réalisés dans le cadre de la CRC sont importants mais partagés de manière inégale. Bien sûr, les progrès ont été énormes depuis 89 en matière de survie, de protection. Cependant, 1/5 des enfants dans le monde vit dans des zones de conflit. 1 sur 4 enfants en âge de scolarité n'apprend jamais à lire et à écrire, même s'il est à l'école. Quelques 700 000 enfants vivent sous un régime qui nie leur citoyenneté et leurs droits politiques. Il est plus important que jamais que les droits des enfants soient respectés et protégés. L'Alliance Child Fund, Save the Children, SOS Village d'enfants, Terre des Hommes et World Vision International se sont rencontrés dans le cadre d'une coalition intitulée Joining Forces. Nous reconnaissons en effet que sans un engagement politique renouvelé, eh bien, l'on ne pourra pas en faire plus pour réaliser la CRC et les enfants continueront de subir les violations de leurs droits au quotidien. Nous nous félicitons de toutes les promesses faites par les États et lançons un appel à ceux qui ne l'ont pas encore fait afin qu'ils présentent leur engagement de manière prioritaire. Nous lançons un appel à tous les États afin qu'ils s'engagent à faire preuve de suffisamment de volonté politique et qu'ils s'engagent à allouer suffisamment de ressources pour concrétiser leurs promesses. Nous nous engageons à être de votre côté pour vous aider à réaliser vos efforts dans ces 3 domaines. Veillez à ce que les gouvernements soient responsables de prendre des mesures concrètes pour appliquer la CRC. Plaider en faveur de la réalisation des droits des enfants en se concentrant sur ceux qui sont à la traîne. Nous nous engageons également à augmenter les opportunités qui sont données aux enfants pour qu'ils puissent participer de manière directe aux prises de décision nationales et mondiales. À l'occasion de ce 30e anniversaire, nous souhaitons rappeler au grand public et aux dirigeants politiques que les enfants ont le droit d'être entendus, qu'ils veulent parler et lorsqu'ils sont engagés de manière substantielle, les choses changent. Nous avons besoin de les envoyer, de les écouter, nous avons besoin de les laisser agir. Merci beaucoup. Monsieur Conte, je vous en prie. Chers enfants, Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'heure où nous fêtons les 30 ans de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant, nous devons de saluer les progrès réalisés dans la reconnaissance des droits des enfants et dans leur protection. Nous devons également rappeler que les progrès n'ont pas été égaux. De nombreux enfants vivent encore dans des situations où leurs droits sont violés et dans des situations où il n'y a que peu d'espoir de grandir, de jouer, d'apprendre, bref, de s'épanouir dans la dignité. Dans toutes les régions du monde, les lois, les politiques et les pratiques restent en deçà de la Convention, de ces protocoles facultatifs. La protection des droits des enfants et leur réalisation n'est pas une faveur ou un geste charitable. Ces enfants sont pourtant souvent considérés comme des objets de protection plus que des titulaires de droits. Les enfants et leurs représentants continuent de se heurter à des obstacles pour accéder à la justice lorsque les droits des enfants sont violés. Et ceux qui essayent de protéger leurs droits, y compris les enfants eux-mêmes, se heurtent à la diminution de l'espace mis à leur disposition pour se faire entendre. En tant que grand réseau mondial de coalition des organisations des droits des enfants, Child Rights Connect s'engage à
utiliser l'énorme quantité de connaissances et d'expérience de ses membres pour réaliser les droits de tous les enfants tels que prévus par la Convention et ses protocoles facultatifs. 2. À améliorer la reconnaissance, la protection et l'autonomisation de tous les défenseurs des droits des enfants, notamment par une participation des enfants substantielle à tous les niveaux. 3. À donner plus de force aux défenseurs des droits des enfants afin qu'ils puissent mieux s'engager aux côtés du comité des droits de l'enfant. 4e, en renforçant le système de reddition des comptes, en créant des synergies entre le comité, les autres organes conventionnels, le Conseil des droits de l'homme et ses mécanismes, ainsi que les ODD et l'agenda pour la jeunesse. Et 5e, à améliorer la ratification du 3e protocole facultatif LOPIC sur les procédures de communication et exploiter tout son potentiel stratégique pour contribuer à la réalisation des droits des enfants. Avant de donner la parole de conclusion aux enfants et aux adolescents, je propose d'entendre la Turquie qui nous a rejoints et qui tenait à partager avec nous également son message. Thank you. Merci, Monsieur le modérateur. Madame la haute commissaire, Excellences, chers enfants, chers invités. Je suis très honorée de faire partie de cette célébration à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Et dans ce contexte, j'aimerais présenter l'engagement de la Turquie vis-à-vis des droits de l'enfant fait à l'occasion de ce 30e anniversaire. La Turquie a accueilli pendant 8 ans 5 millions de réfugiés. Pratiquement 3 sur ces 5 millions sont d'origine syrienne. Et l'on a pratiquement 1,7 million d'enfants parmi ces réfugiés. Plus d'un demi-million de réfugiés syriens mineurs sont nés sur notre sol ces quelques dernières années. Notre gouvernement leur offre des biens de base et des services concernant pas seulement, mais notamment la santé et l'éducation. 1 demi-million de Syriens sont considérés comme étant en âge scolaire. À partir de septembre 2019, plus de 700 000 réfugiés syriens mineurs ont pris part à l'école turque. Donc, cela concerne donc 65% de la population syrienne réfugiée. Notre objectif, évidemment, est de relever plus encore ce pourcentage à pratiquement 100% de couverture, parce que nous ne voudrions pas avoir de génération perdue ces prochaines années. En ce qui concerne la protection temporaire, les Syriens bénéficient de soins de santé gratuits. Les groupes vulnérables, en particulier les mineurs non accompagnés, sont prioritaires pour les soins de santé, les soins psychosociaux et la réhabilitation. En coopération avec le ministère de la Famille, du Travail et des Affaires sociales et avec l'aide de UNICEF Turquie et grâce à l'appui du Comité des droits de l'enfant, nous avons des programmes de cohésion sociale qui sont menés à l'intention des réfugiés syriens mineurs qui sont à l'extérieur des camps. L'objectif de ce programme est d'établir une plateforme de dialogue et d'échange d'informations entre les enfants syriens et turcs pour améliorer la cohésion entre eux dans notre société. Dans le cadre de ce programme de cohésion, des modules ont été mis en place pour informer les enfants syriens de toute une gamme de sujets liés à la Convention et aux droits de l'enfant, la prévention de la violence, la discrimination, le travail des enfants, le mariage précoce, le fait de voter et la langue arabe, par exemple. Nous avons toute une série d'activités réalisées dans ce programme de cohésion, des activités réalisées dans 18 provinces pilotes depuis 2015. Aujourd'hui, ce programme a été élargi aux 81 provinces. La Turquie continuera
de respecter les principes émanant de la Convention relative aux droits de l'enfant. Merci beaucoup, monsieur. Excellence, merci beaucoup. Merci. Je vous propose d'entendre pour conclure les enfants qui, l'un après l'autre, enfants et adolescents, vont livrer leurs conclusions. Je vous en prie. Allô? Ça marche. Bonjour, cher public. Moi, je m'appelle Ibrahim Diom, je viens du Sénégal. Je suis membre du Conseil international des jeunes de terre des hommes suisses. Avant tout, d'abord, permettez-moi de féliciter les engagements pris par les États et j'invite les autres aussi à prendre de telles initiatives afin de créer un monde digne des enfants. Nous sommes là, Washington du Pérou, Daisy du Brésil et Sami du Pakistan, pour vous présenter les recommandations finales qui découlent des 2 jours de conférence. Ces messages clés s'adressent à tout un chacun et particulièrement les États. Nós, crianças e jovens, recomendamos que os Estados garantam acesso a uma educação de qualidade para todas as crianças, sem qualquer discriminação. A educação deve ser gratuita. Nous pensons que l'éducation doit être libre, inclusive et doit permettre le développement. Pour atteindre cet objectif, nous devons mettre en place un mécanisme approprié de participation des enfants et pour forcer les enfants à investir des fonds significatifs pour la réalisation des droits de l'enfant et en particulier le droit à l'éducation de qualité. Mettre en œuvre des mécanismes appropriés, participatifs des enfants et des jeunes dans tous les niveaux. Dans tous les niveaux de la société à travers, par exemple, la création de parlements d'enfants au niveau national, la création de clubs d'enfants au niveau des écoles et de la communauté, et des comités d'experts qui est constitué d'enfants au niveau international. Dans le cadre de ce processus, les enfants et jeunes devraient ne pas être traités comme des invités ou bien des participants, mais des experts de leurs droits et qui pourront changer le monde. Nous recommandons aux États de créer des mécanismes de protection, de renforcer les mesures déjà existantes des enfants défenseurs des droits de l'homme et de veiller à ce que le droit de l'enfant à la liberté d'association soit encouragé et respecté. En ce qui concerne l'environnement, nous voulons que les États et les familles promeuvent l'éducation à l'environnement et sensibilisent tout un chacun à être un consommateur responsable. Les enfants devraient réglementer les entreprises pour réduire l'impact négatif sur l'environnement afin de respecter le droit des enfants à vivre dans un environnement sain. Nous demandons également que toutes les entreprises s'engagent à respecter les droits de l'enfant. Enfin, nous recommandons que les États veillent à ce que les enfants aient accès à une justice équitable et ce, sans aucune discrimination. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui se sont exprimées dans cette partie. Tout à l'heure, nous allons souffler les bougies du gâteau d'anniversaire de ces 30 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant. Ce sera sur la place des Nations. Mais avant cela, je vous propose, à l'heure où plusieurs engagements ont été pris par les États, par les organisations non gouvernementales, d'entendre le message de Hans Kelton, qui est membre du Comité des droits de l'enfant et qui donne son message de conclusion. Je vous en prie. Participation, power. Participation, pouvoir, objectif.
Chers enfants, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que ces 3 mots viennent résumer tout ce que l'on a entendu lors de cette conférence remarquable. La participation, le pouvoir et l'objectif. Lors de la journée de débat général du comité en 2018 sur les défenseurs des droits de l'homme, nous nous sommes rendus compte que les enfants ne parlent pas seulement pour défendre leurs droits, mais se font entendre pour défendre les droits de tous ceux qui vivent sur cette planète. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est ce que nous avons pu voir ici ces 3 derniers jours. Donc nous devons réfléchir à ce qui s'est déroulé pendant ces 30 dernières années. Nous devons faire le bilan des progrès et des difficultés qu'il nous reste encore à surmonter. Mais n'oublions pas que ce n'est qu'un jalon sur un chemin encore long, et nous avons entendu ce sentiment d'urgence dans la voix des enfants qui nous disaient « Mais pourquoi est-ce que tout n'a pas encore été réglé ?» Eh bien, c'est un processus et voilà un pas très important qui a été franchi sur la voie du règlement de nombreux problèmes que nous rencontrons. Lorsque la date butoir sera arrivée pour la réalisation des ODD, de nombreux enfants et jeunes qui se sont exprimés ici seront des adultes. Et j'imagine bien leur frustration et l'indignation dans leur voix s'ils se rendent compte que ces promesses n'ont pas été tenues. Donc nous avons tout intérêt à commencer à travailler un peu plus dur pour veiller à ce que ces promesses soient tenues. Mes collègues, Philippe Jaffé et Amal Aldoseri, et moi-même, les 3 membres du comité présents lors de cette conférence, reprendront avec nous ces messages d'urgence des participants à la conférence et les transmettront à notre comité. Je puis vous promettre que votre message aura un impact sur notre manière de travailler. Parfois, on a l'impression que l'espace mis à disposition des droits de l'homme se réduit comme peau de chagrin aujourd'hui. Mais je pense que nous pouvons quitter cette conférence avec l'espoir que cet espace va de nouveau s'élargir grâce aux voix des enfants et des jeunes. Merci beaucoup. Et puis ce sera, pour ainsi dire, un message conclusif. Maria Herzog, la présidente de Child Rights Connect, nous donnera son message de conclusion. Merci. Thank you. It is an Merci. C'est un énorme honneur et un grand privilège que de m'exprimer ici à l'occasion de la clôture de cette fête d'anniversaire de la Convention avec ses enfants, ses amis, les collègues et les représentants des institutions spécialisées de l'ONU, bref, d'excellents amis. Lorsque j'ai été invitée à Genève en 2005, l'on m'a prié de préparer le premier rapport alternatif pour la Hongrie. En tant que représentante d'une ONG, je n'aurais jamais imaginé que 14 ans plus tard, j'allais être ici en tant que présidente du comité exécutif de Child Rights Connect, la même organisation qui m'avait invitée il y a 14 ans. Entre-temps, j'ai été membre du comité des droits de l'enfant pendant 8 ans et j'ai pu comprendre tous les défis, les complexités et la difficulté de comprendre la Convention et ses protocoles facultatifs. Et donc c'est un apprentissage pendant toute la vie pour nous tous. Et nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. 30 ans depuis l'adoption de la Convention doit nous inciter à être autocritiques. Nous devons reconnaître qu'il y a des intérêts divergents en jeu à tous les niveaux. Des intérêts divergents, c'est quelque chose de naturel, mais souvent nous les avons laissés devenir des intérêts en concurrence et qui ont donné lieu à des agendas
contradictoire. La société civile est devenue de plus en plus scindée autour des différents acteurs que nous représentons. Les droits de l'homme d'un côté, les droits des enfants de l'autre, ou alors les anciens d'un côté et les enfants de l'autre, ou alors les personnes handicapées d'un côté et les enfants de l'autre, ou alors les parents d'un côté et les enfants de l'autre. Il y a d'énormes scissions entre la société civile et les États, et parfois cela donne lieu à la suppression même de la société civile. Les tensions sont omniprésentes entre les différents mécanismes et au cœur des institutions spécialisées de l'ONU. Parfois, ces mécanismes et ces institutions travaillent en parallèle sur des sujets analogues sans du tout coopérer. Et pourtant, les communautés que nous servons ne font que peu de cas de ces divisions. La vie des enfants, notamment ceux que nous avons entendus ces 3 derniers jours, et que nous devons simplement nous mettre à travailler et nous devons faire en sorte que le monde soit plus agréable à vivre pour les enfants. Donc voilà quelque chose de très franc, de très clair, mais peut-être pas un message des plus plaisants. Il n'est pas non plus naïf. Nous devons surmonter les divisions que nous avons créées. Nous devons travailler ensemble pour l'intérêt commun de ces enfants en nous acquittant de nos obligations de respecter, protéger, réaliser les droits de toute personne partout dans le monde. Avec ces engagements communs, ces obligations communes à l'esprit, nous devons rester concentrés et ne pas permettre de piétiner sur le travail des autres. Il est absolument vrai que nous devons intégrer les droits des enfants dans tous les domaines, dans les ODD, dans l'agenda de la jeunesse, pour parvenir au bien-être des familles, des communautés, des nations, bref, améliorer le monde en général. Mais nous devons également faire la distinction entre la fusion et l'intégration d'un aspect à tous les niveaux. Nous devons aller plus loin que les ODD. Et les droits des enfants doivent être traités comme une priorité de tous. Nous devons placer les droits de l'enfant au niveau le plus haut de nos agendas communs. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous propose que nous rejoignent, peut-être changer les places, Jean Zermatten et Philippe Jaffé, qui au début de cette intervention me venaient à côté de moi debout. On va prendre peut-être simplement 2 micros. Venez vers moi, Jean Zermatten et Philippe Jaffé.